Nord Kivu, les FARDC et Wazalendo libèrent Nkobe, la FC M23 en fuite à Walikale. La République démocratique du Congo vit un tournant décisif dans sa lutte pour la souveraineté nationale. À Walikale, les FARDC et les vaillants Wazalendo viennent de déloger les terroristes de la FC M23 de la colline stratégique de Nkobe. Cette victoire militaire, bien que coûteuse et encore fragile, démontre que la RDC peut repousser l'agression rwandaise sous toutes ses formes. Mais derrière les lignes de front, une vérité s'impose. La guerre sera longue, la diplomatie essentielle, et seule une armée forte et loyale sauvera le pays des griffes du néocolonialisme régional orchestré par Kagame et ses complices. La libération de la colline de Nkobe, dans le groupement Kisimba, territoire de Walikale, est plus qu'un simple succès militaire. Elle incarne une dynamique de reconquête, un sursaut d'honneur, un retour à la souveraineté sur une terre meurtrie par des décennies d'agression, de pillage et de manipulation. Ce vendredi 6 juin, les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, appuyées par les braves combattants Wazalendo, ont réussi à reprendre cette position stratégique des mains de l'AFC M23, un groupe armé téléguidé depuis Kigali par Paul Kagame et soutenu par les réseaux obscurs du régime rwandais. Cette colline, qui surplombe les villages de Kalinga et Kisone, était un poste avancé essentiel pour les opérations de déstabilisation de l'AFC M23 dans la région. Le fait qu'elle soit aujourd'hui sous le contrôle de l'armée congolaise et des forces patriotiques démontre que l'ennemi n'est pas invincible et que la RDC, lorsqu'elle est unie et déterminée, peut repousser les envahisseurs. Les rebelles, contraints de fuir vers Ikobo, se sont retranchés dans les localités de Roussamambu et Bukumbirwa, où ils renforcent leur position en vue de nouvelles attaques. Ce repli n'est pas une défaite totale pour eux, mais une preuve de leur stratégie d'évitement. Ils fuient les confrontations directes pour mieux semer la terreur ailleurs. Leur objectif est clair: encercler des localités comme Pinga, contrôler les ressources locales, couper les voies de communication et affaiblir l'État de l'intérieur. Mais cette fois-ci, la donne a changé. Contrairement aux années passées où les trahisons internes, les complicités à Kinshasa et les arrangements avec le diable avaient paralysé l'effort de guerre, le président Félix Tshisekedi a instauré une nouvelle ligne de conduite. Il a compris que la souveraineté ne se négocie pas, qu'elle se défend. Et pour cela, il a donné au FARDC une mission claire: reprendre chaque centimètre du territoire congolais, quoi qu'il en coûte. Cette mission ne saurait être menée à bien sans une purge interne. La loyauté doit être absolue. L'armée congolaise ne peut plus se permettre d'être infiltrée par des agents de l'ancien régime de Kabila ou des officiers corrompus manipulés depuis Kigali. Le peuple exige des résultats, et les récentes victoires sur le terrain ne doivent pas masquer la réalité. Seule une armée épurée, disciplinée et bien équipée peut faire face à l'ennemi. Il faut le rappeler sans détour: l'AFC M23 n'est pas un mouvement de contestation congolais. C'est une façade, une imposture. Derrière le masque de la rébellion locale se cachent les ambitions prédatrices de Paul Kagame et de son cercle militaire restreint. Leur plan est connu: semer le chaos à l'Est, justifier une présence militaire humanitaire, exploiter les minerais par des circuits illicites et maintenir la RDC dans une instabilité chronique pour mieux servir les intérêts étrangers. Et dans ce plan, Joseph Kabila n'a jamais été un simple spectateur. En laissant le pays à genoux, en entretenant des réseaux parallèles, en signant des accords secrets avec Kagame,
Il a trahi la patrie. Aujourd'hui encore, ses alliés sabotent les efforts de redressement initiés par le président Tshisekedi. Mais les Congolais ne sont pas dupes. Ils voient, ils comprennent, et ils se lèvent pour reprendre leur destin en main. Le cas de Walikale n'est qu'un épisode parmi tant d'autres dans cette guerre de reconquête. Mais il révèle une vérité plus profonde. L'ennemi a peur. Il recule, il panique, il se disperse. La stratégie des FARDC, combinée à la détermination des Wazalendo, fonctionne. Elle doit être renforcée, soutenue, amplifiée. Toutefois, il serait naïf de croire que la solution ne sera que militaire. L'histoire nous enseigne que les guerres les plus longues se gagnent aussi par la diplomatie. La RDC doit parler, exposer les crimes de Kagame sur toutes les tribunes internationales, faire entendre la voix des déplacés, des veuves, des orphelins. Elle doit renforcer ses alliances, comme elle l'a fait récemment avec le Burundi, un voisin courageux qui a refusé de céder aux intimidations rwandaises. Elle doit porter le combat au niveau politique, judiciaire et économique. Mais pour que cette diplomatie soit crédible, il faut une armée forte derrière, une armée qui inspire le respect, dissuade l'agression et incarne l'autorité de l'État. La paix ne se mendie pas, elle s'impose. Et c'est cette vérité que le Congo est en train de réapprendre, douloureusement mais résolument. À ceux qui doutent encore, rappelons une leçon de l'histoire. Même la France, aujourd'hui puissance militaire et diplomatique, fut un jour occupée par Hitler. Pendant 4 longues années, elle a souffert, résisté, espéré. Et elle a fini par se libérer, non pas en cédant, mais en se battant. Le peuple congolais, comme le peuple français d'hier, sait que la victoire exige des sacrifices, de la patience, du courage et surtout de l'unité. Les déplacés de Walikale, les enfants affamés de Massissi, les femmes violées à Rutshuru, tous attendent des actes. Leur souffrance n'est pas un simple chiffre dans un rapport humanitaire, mais un cri de douleur qui appelle à la justice, à la sécurité, à la dignité. Tshisekedi l'a compris. Son gouvernement, bien qu'imparfait, montre une volonté claire de rupture avec les compromis toxiques du passé. Les victoires militaires, comme celle de Nkobe, doivent être consolidées par des actions concrètes. Sécurisation des zones libérées, aide humanitaire immédiate, reconstruction des écoles, des centres de santé et surtout, arrestation des traîtres. Le peuple a besoin de croire en son armée, en son gouvernement, en son avenir. Et cela passe aussi par la vérité. Il faut cesser de parler de conflits communautaires, groupes rebelles, mouvements d'autodéfense. L'AFC M23, le RDF, le régime RPF de Kagame ne sont rien d'autre que des agresseurs, des occupants, des criminels de guerre. Le Congo n'est pas en guerre civile. Il est attaqué par un pays voisin sous des prétextes mensongers, avec la complicité de certains Congolais corrompus. La RDC doit se préparer pour une guerre longue, une guerre d'usure, où la logistique, le renseignement, la communication et la mobilisation populaire seront décisifs. Chaque Congolais doit devenir un soldat de la souveraineté, qu'il soit sur le terrain, dans les médias, à l'école ou à l'étranger. Walikale est une victoire. Mais ce n'est qu'un début. Il faudra reprendre Kichanga, Bunagana, Rutshuru et toutes les zones livrées à l'ennemi. Il faudra mettre fin à l'impunité, briser les réseaux mafieux, protéger les ressources stratégiques et reconstruire la nation sur des bases saines. Tshisekedi a ouvert une voie. Il a brisé l'hypocrisie diplomatique, dénoncé Kagame à l'ONU, renforcé les alliances régionales, lancé la réforme des FARDC. Mais il a encore du chemin à parcourir. Il devra rester ferme, écouter le peuple, ignorer les sirènes de la compromission. Et surtout, ne jamais trahir
la mémoire des martyrs tombés pour la patrie. Aujourd'hui, à Nkobe, une flamme s'est rallumée, celle de l'espoir, celle d'un Congo debout, digne, libre. Il appartient à chaque Congolais de l'entretenir, de la protéger et de la transmettre aux générations futures. Car l'histoire retiendra. Le Congo a été attaqué, trahi, pillé, mais il a résisté et il a vaincu. Mais pour que cette victoire militaire à Nkobe ne soit pas éphémère, elle doit s'inscrire dans une stratégie nationale globale, pensée sur le long terme, articulée autour de 3 piliers fondamentaux. L'éradication définitive des forces d'agression, la restauration totale de l'autorité de l'État et la mobilisation populaire autour de la souveraineté nationale. Premièrement, l'éradication des forces d'agression ne peut se limiter à la seule confrontation militaire. Il faut couper les racines qui nourrissent l'AFC/M23 et ses parrains du Rwanda. Cela implique de s'attaquer à leur réseau de financement, à leur logistique d'approvisionnement, à leur propagande et à leur soutien politique internationaux. Des pays comme les États-Unis, la France ou encore le Royaume-Uni, qui ferment les yeux sur l'implication directe de Kagame, doivent être interpellés. Il est temps que la RDC cesse de jouer un rôle passif dans les forums internationaux. Kinshasa doit faire entendre sa voix de manière offensive, documentée et systématique. Deuxièmement, la restauration de l'autorité de l'État dans les zones libérées est un défi colossal. Trop souvent, les victoires militaires sont suivies de vides administratifs. Le résultat? Les populations restent abandonnées, les groupes armés reviennent et le cycle de violence reprend. Il faut donc que le gouvernement congolais déploie immédiatement des structures civiles, police, justice, école, santé, routes. Cela nécessite un budget, une planification, mais surtout une volonté politique claire. Il n'y a pas de souveraineté sans service public. Troisièmement, il est urgent de fédérer toutes les forces patriotiques autour d'un pacte national de souveraineté. Les Congolais sont fatigués des querelles politiciennes, des calculs électoralistes et des rivalités de clans. Ce dont le pays a besoin, c'est d'une union sacrée face à l'agression. Les Wazalendo, ces combattants issus du peuple, ne doivent plus être marginalisés ou stigmatisés. Ils incarnent un sursaut d'honneur, une conscience populaire, bien encadrée, bien formée et intégrée dans une stratégie nationale. Ils peuvent devenir un pilier de la résistance contre l'envahisseur. L'un des grands pièges à éviter serait de sous-estimer l'adversaire. Paul Kagame, malgré ses crimes, reste un stratège. Il sait manipuler les perceptions, acheter des soutiens, utiliser les lobbies et maquiller ses actions sous le voile du développement. Son régime, fondé sur la répression intérieure et l'agression extérieure, tient grâce à la peur et au silence. Mais la vérité est en train de le rattraper. Les témoignages d'anciens officiers rwandais, les enquêtes journalistiques comme celle de NBC News ou encore les prises de parole courageuses de victimes comme Denise Zaneza brisent peu à peu le vernis du mensonge. À cela s'ajoute un facteur décisif, le réveil de la jeunesse congolaise. Dans les universités, dans la diaspora, dans les villages les plus reculés, les jeunes ne veulent plus d'un Congo soumis. Ils réclament des dirigeants courageux, une armée puissante, une économie souveraine. Ils dénoncent l'impérialisme, les complicités internes et refusent de devenir la génération du renoncement. Cette jeunesse est un trésor. Elle doit être mobilisée, formée, valorisée. Il ne faut pas non plus oublier l'importance des alliances africaines solides. Le soutien du Burundi, avec son président Évariste Ndayishimiye, a montré que l'unité africaine n'est pas qu'un slogan. Quand les peuples se lèvent ensemble contre les oppresseurs, aucun Kagame, aucun M23
aucun complot régional ne peut tenir. L'axe Kinshasa-Gitega doit être renforcé et élargi à d'autres pays de la région qui partagent les souffrances imposées par le néocolonialisme militarisé rwandais. La diplomatie congolaise, incarnée par des figures telles que Thérèse Kayikwamba Wagner, doit s'affirmer. Elle l'a déjà démontré avec brio à l'ONU, en faisant élire la RDC au Conseil de sécurité pour la période 2026 à 2027. Mais ce n'est qu'un début. Il faut maintenant transformer cette position en levier de pression, en outil de dénonciation des crimes et en plateforme pour plaider pour la justice internationale. Enfin, il est impératif de réconcilier le peuple congolais avec son armée. Pendant trop longtemps, les FARDC ont été perçus comme inefficaces, corrompus, infiltrés. Ce n'est qu'en renforçant leur morale, en garantissant leurs soldes, en modernisant leur équipement et en punissant sévèrement la trahison qu'elles deviendront le bouclier du peuple. Le président Tshisekedi l'a compris. Sans une armée forte, aucune diplomatie ne peut réussir. Dans les mois à venir, les Congolais devront faire face à de nouvelles offensives. L'ennemi ne s'avouera pas vaincu facilement. Il utilisera la propagande, les massacres, la manipulation ethnique, la terreur psychologique. Mais la RDC doit rester unie. La stratégie du chaos ne doit plus fonctionner. Chaque village repris, chaque colline libérée, chaque vie sauvée est une victoire sur l'humiliation et sur l'oubli. La colline de Nkobe, aujourd'hui libérée, n'est pas qu'un symbole géographique. Elle est le signal que l'époque de la soumission est révolue, que l'avenir du Congo s'écrit désormais dans la dignité retrouvée, la solidarité populaire et la détermination d'un peuple qui refuse de mourir. Et à ceux qui se demandent si la victoire est possible, si le Congo peut vraiment triompher de Kagame, de ses alliés et de son système de prédation, rappelons-le encore une fois. Oui, la guerre sera longue. Oui, elle sera difficile. Mais comme la France occupée a pu vaincre Hitler, le Congo libre vaincra Paul Kagame. Car l'histoire ne favorise pas les plus forts, mais les plus justes. Et dans ce combat, la RDC est du bon côté de l'histoire.